19 mars 2004, Ramani, Irak. Le caporal des Marines, James Mitchell, est accroupi sur un toit, l'œil collé à la lunette de son fusil de précision M4A3. La température est de 112 degrés. Le vent hurle à travers la vallée de l'Euphrate à 15 mm. Non 20, non Nathan. Il tourbillonne. À travers sa lunette, il observe une équipe de mortiers insurgés s'installer à 808 bilicantes. Ils se préparent à faire pleuvoir la mort sur un convoi de Marines qui traverse la ville en contrebas. Mitchell ajuste la molette de dérive. Il estime 2 minutes d'angle à gauche. Il respire. Il presse la détente. Le fusil aboie. La balle manque de 3 FT. Les insurgés se dispersent. Les mortiers tirent. 4 marines meurent dans le convoi en contrebas. Mitchell abat son poing sur le béton. C'est le 3e tireur d'élite des Marines à manquer un tir critique aujourd'hui. Ce n'est pas sa faute, pas vraiment. Le vent à Ramati change de direction tous les 50 yards. Le miroitement dû à la chaleur rend la lecture du mirage impossible. Les techniques standards du Marine Corps. Pour lire le vent, regarder l'herbe, le sentir sur le visage, observer la poussière, ne fonctionnent pas dans les canyons urbains de béton et d'acier à béton. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa frustration est sur le point de déclencher l'innovation la plus controversée de l'histoire du tir de précision. Les chiffres racontent une histoire dévastatrice. Dans les environnements urbains d'Irak, les snipers éclaireurs des Marines n'atteignent qu'un taux de touche au premier coup de 31%, à des distances au-delà de 600 yards. Une mauvaise évaluation du vent représente 73% de tous les ratés. Les snipers consomment, en moyenne, 2 cartouches par mise hors de combat confirmée des munitions qu'ils n'ont souvent pas lors de fusillades prolongées. Les combattants ennemis ont appris à se déplacer durant les 153 secondes qu'il faut à un sniper pour recalculer et tirer de nouveau. Le Marine Corps a perdu 14 snipers éclaireurs sous le feu ennemi au cours des 11 derniers mois, des hommes forcés de révéler leur position par des tirs multiples parce qu'ils ne pouvaient même pas lire le vent avec assez de précision pour tuer d'un seul coup. De retour à Camp Lune, en Caroline du Nord, l'école des scouts snipers du Marine Corps enseigne les mêmes techniques de lecture du vent élaborées au Vietnam en 1968. Les instructeurs disent aux élèves d'observer le mirage à travers leurs lunettes, de sentir le vent sur leur visage, de multiplier la vitesse du vent par la distance et de diviser par une constante. C'est analogique, c'est imprécis. Et dans les schémas de vent urbain chaotiques d'Irak, cela coûte la vie à des Marines. Ce que le Marine Corps ne sait pas, c'est qu'un caporal de 23 ans sans diplôme d'ingénieur est sur le point de rendre obsolète toute leur doctrine de lecture du vent. Camp Lune, Caroline du Nord, mai 2004. Le Marine Corps tente de résoudre le problème du vent depuis 60 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, le légendaire instructeur sniper des Marines, le Chief Warrant Officer Arthur Terry, a mis au point la technique de lecture du mirage, observant les vagues de chaleur à travers une lunette d'observation pour estimer la vitesse et la direction du vent. Cela fonctionne en terrain ouvert. Au Vietnam, cela a sauvé d'innombrables vies. Mais dans les villes d'Irak, où la chaleur rayonne depuis 1000 surfaces de béton à des températures différentes, le mirage devient un flou chaotique, inutilisable. En 1977, le Marine Corps s'est associé à Loold Optics pour développer le réticule Milo, une lunette avec des repères précis pour estimer la distance et la contre-visée en élévation. C'est brillant pour l'élévation, mais cela ne fait rien pour le vent. Un sniper doit toujours deviner la vitesse du vent, deviner sa direction et prier pour que la balle
ne dérive pas dans un bâtiment ou ne dépasse pas complètement la cible. En 2003, le Natick Soldier Research Center de l'armée a dépensé 2,3 millions de dollars pour développer des anémomètres portatifs, des appareils numériques qui mesurent la vitesse du vent à la position du tireur. Les snipers les détestent. Le vent à la position de tir ne signifie rien lorsqu'à 400 obliques sur la trajectoire, il souffle dans une direction complètement différente. Les appareils sont coûteux, 800 $ pièce fragile, et nécessitent des batteries qui meurent sous la chaleur irakienne. Le consensus des experts est clair. Il n'existe aucune solution pratique pour lire le vent en temps réel, en combat urbain. Le docteur Robert Williams, expert en balistique à l'Aberdeen Proving Ground, publie en mai 2004 un article affirmant « Le vent constitue un problème intrinsèquement chaotique de dynamique des fluides tridimensionnels. Sans instrument de mesure placé le long de toute la trajectoire de la balle, une impossibilité au combat, la compensation précise du vent reste tributaire de l'expérience du tireur et de l'intuition liée à l'environnement. » Traduction. Les snipers devront toujours deviner. Devenez meilleurs à deviner ou accepter les ratés. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Les rapports d'après-action du Marine Corps à Fallujah montrent que les combattants ennemis s'adaptent. Ils savent que les snipers américains peinent avec le vent. Ils chronomètrent leurs déplacements aux périodes les plus venteuses de la journée, fin d'après-midi, lorsque les thermiques créent des tourbillons imprévisibles. Ils utilisent la fenêtre de 15 secondes après le premier tir manqué d'un sniper pour s'échapper ou riposter. À la base du Marine Corps de Quantico, un général 3 étoiles convoque une réunion urgente de l'état-major de l'école des scouts snipers. « Nous formons les meilleurs tireurs d'élite du monde, dit-il, et ils ratent à cause du vent. Réglez ça, je me moque de la manière. » Le commandant de l'école, un colonel avec 22 ans d'expérience de sniper, répond avec une honnêteté brutale. « Monsieur, nous ne pouvons pas. Nous enseignons tout ce que nous savons. La lecture du vent est un art, pas une science. Il faut des années pour la maîtriser. Ces gamins partent en mission après 16 semaines d'instruction. Il n'existe aucune technologie capable de les aider. » Le général frappe la table du poing. « Alors nos gars continuent de mourir. Inacceptable. Mais il n'y a pas de solution. La physique est trop complexe. Mesurer le vent en temps réel sur 800 yards de terrain urbain nécessiterait des dizaines de capteurs, des communications sans fil, une puissance de calcul portable et des algorithmes qui n'existent pas encore. La technologie est à des décennies, si tant est qu'elle soit possible. Alors, le Marine Corps fait ce qu'il a toujours fait, il s'entraîne plus durement, plus longtemps, et exige davantage de ses tireurs d'élite. En mai 2004, l'école des Scouts Snipers double le programme de lecture du vent, passant de 12 à 24 heures. Les instructeurs martèlent la reconnaissance des mirages, jusqu'à ce que les yeux des élèves brûlent. Les recrues tirent des milliers de cartouches dans des conditions de vent variées, développant mémoire musculaire et intuition. Cela aide à peine, le taux de réussite passe de 31% à 34%. 4 autres Marines meurent en juin à cause de tirs manqués. Le problème semble insurmontable. 50 ans de recherche militaire, des millions de dollars et les meilleurs esprits en balistique ont conclu on ne peut pas lire le vent de façon fiable en combat urbain. Mais à 800 miles de là, un caporal a une idée très différente. Le caporal James Mitchell n'a pas de diplôme universitaire. Il a grandi à Hendersonville, dans le Tennessee, en travaillant dans l'entreprise de climatisation de son père.
Il a rejoint les Marines à 19 ans. Parce que l'université n'était pas faite pour lui, il préférait réparer les choses de ses mains. Il s'est qualifié comme scout sniper à sa 2e tentative, réussissant de justesse les tests de lecture du vent. Ses instructeurs avaient noté adéquate mais pas exceptionnelle, difficulté d'interprétation du mirage. Après le tir manqué à Ramani, celui qui le hante, Mitchell revient à Camp Leun en juillet 2004 pour son congé après déploiement. Il devrait se reposer. Au lieu de cela, il devient obsédé. Il repasse ce tir dans sa tête des milliers de fois. Le vent tourbillonnait. Il s'était trompé. 4 hommes sont morts. Il commence à porter un carnet partout. Il s'assoit dehors devant les baraquements, observe les feuilles, bouger sans le vent sur son visage, note des observations. Ses camarades pensent qu'il perd la tête. « Mitch, t'es en repos, mec, laisse tomber. » Il ne peut pas. Le 3 août 2004, Mitchell aide son père à réparer un climatiseur sur le toit d'un bâtiment commercial. Il y a du vent des rafales venant de l'ouest, peut-être 10 mm/h. Son père installe un anémomètre portatif, une petite coupelle tournante, pour mesurer le flux d'air près de la sortie CVC. Mitchell observe l'appareil tourner, puis regarde à 50 yards de là une autre unité CVC. Son flux souffle dans une direction complètement différente. « Pourquoi le vent est-il différent là-bas » demande-t-il. Son père hausse les épaules. Les bâtiments créent des tourbillons. Le vent frappe un côté qu'on tourne, tourbillonne. C'est pour ça qu'on mesure avant d'installer, faut savoir d'où sort la chaleur. Mitchell fixe les 2 unités CVC. Des vents différents, à 50 yards d'écart. Et soudain, il comprend. Et si l'on pouvait mesurer le vent non pas là où l'on se tient, mais là où la balle vole, l'idée semble absurde au début. Il faudrait des capteurs sur la trajectoire. Mais on ne peut pas marcher 800 yards en territoire ennemi pour installer des instruments météo. Pourtant, Mitchell continue d'y penser. Et si on n'avait pas besoin de capteurs physiques, et si on pouvait mesurer le vent en observant comment autre chose se déplace à travers lui? Il se souvient d'une leçon à l'école des snipers. La lecture du mirage fonctionne parce qu'on observe les vagues de chaleur se courber dans l'air en mouvement. Le mirage bouge parce que le vent le pousse, une mesure indirecte, observant l'effet plutôt que la cause. Mais, et si on pouvait faire la même chose avec quelque chose de plus précis, quelque chose qu'on puisse mesurer exactement? Le 10 août 2004, Mitchell est au pas de tir de Camp Leun, observant un caporal régler son fusil. Celui-ci tire 3 coups. Les balles laissent des traînées de vapeur, de fines lignes grisâtres de condensation, dans l'air humide de Caroline du Nord, légèrement courbé vers la gauche. Le vent pousse. Mitchell le voilà traîner, montre exactement comment le vent affecte la trajectoire. Son pouls s'accélère. Les traînées ne durent qu'1 seconde, mais si on pouvait les suivre, les mesurer, les utiliser pour calculer la dérive du vent en temps réel. Cette nuit-là, Mitchell commence à griffonner dans son carnet. Son idée est rudimentaire, probablement folle, mais elle ne le quitte pas. Il n'a pas de laboratoire, juste un garage, un ordinateur portable et 340 $ de ses économies. Août 2004. Mitchell achète un caméscope numérique d'occasion dans un pawn shop pour 85 $. Il achète un pointeur laser bon marché pour 12 $ et télécharge un logiciel de montage vidéo gratuit. Son plan est simple, peut-être trop simple. 1. Monter une caméra à côté de la lunette du sniper. 2. Filmer la traînée de vapeur de la balle. 3. Mesurer la dérive de cette traînée par rapport au point visé. 4. Utiliser cette dérive pour calculer la vitesse du vent entre le tireur et la cible.
Sur le papier, c'est brillant. En réalité, c'est un désastre. Son premier test a lieu le 19 août 2004, au pas de tir de camp Leun, pendant les heures creuses. Il scotche la caméra à son fusil M40 A3, tire, et le recul envoie la caméra voler dans la terre. Elle se brise. 85 $ de perdu. Mitchell jure en rachète une autre et réessaie. Deuxième test. Il enveloppe la caméra dans de la mousse, utilise des colliers de serrage. Au lieu de ruban adhésif, tire. La caméra reste fixée, mais les images sont inutilisables. L'autofocus est incapable de suivre une balle, se déplaçant à 2800 pieds par seconde. La traînée de vapeur n'apparaît que 0,3 secondes. Une simple traînée floue sur l'écran. Troisième essai. Mitchell règle la mise au point manuelle à l'infini. C'est mieux, mais la traînée de vapeur est si pâle qu'elle est presque invisible. Il a besoin de plus de contraste. Le 2 septembre 2004, Mitchell a une idée. Il va chez Home Depot et achète une feuille de carton noir pour 3 $. Il la place à 100 yards en arrière-plan et tire. Il regarde la vidéo et elle est là, la traînée de vapeur nette et visible sur le fond noir se courbe de 3 pouces vers la gauche dans la demi-seconde avant de se dissiper. Mitchell rembobine. La vidéo regarde encore, mesure la courbe, avec une règle sur l'écran, 3 pouces à 100 yards. Avec le coefficient balistique connu de ses munitions, .308, Federal Gold Medal Match, il peut calculer à rebours vent d'environ 12 mm de gauche à droite. Il vérifie le drapeau de vent du pas de tir, il indique 11. Putain, ça marche. Les mains de Mitchell tremblent pendant qu'il prend des notes. Le prototype est rudimentaire, presque ridicule. Il tient littéralement un caméscope contre un fusil, filme les tirs, puis regarde les images ensuite pour calculer le vent. C'est lent, maladroit, mais le concept est solide. Le 15 septembre 2004, Mitchell montre son montage à son observateur, le lance-caporal Danny Ortega. Ortega le regarde filmer un tir mesurer la dérive de la traînée de vapeur, calculer le vent. Mec dit Ortega lentement, c'est foutrement brillant, mais c'est sûrement contraire à un règlement. Tu modifies un système d'armes sans autorisation, tu pourrais avoir une sanction NJP. Mitchell hoche la tête. Ouais, probablement, tu vas arrêter. Mitchell regarde son carnet rempli de calculs et de croquis. Non, dit-il, je vais faire en sorte que ça marche. Ensuite, je le montrerai au commandement. Ortega sourit. T'es cinglé, j'en suis. Septembre 2004, peloton, de Scout Snipers de Camp Leun. Mitchell demande une réunion avec son commandant de peloton, le capitaine Richard Voss. Il apporte son ordinateur portable, son carnet et son prototype rafistolé. « Monsieur, j'ai développé une méthode pour mesurer le vent en direction de la cible à l'aide des traînées de vapeur des balles. J'aimerais obtenir la permission de la tester officiellement. » Le capitaine Voss écoute sa présentation, regarde les images filmées, examine les calculs, puis s'adosse dans sa chaise et soupire. « Caporal, j'apprécie votre initiative, mais... comment dire, ce n'est pas ainsi que l'innovation fonctionne dans le Marine Corps. Vous êtes un E4 de 23 ans, avec un diplôme de lycée. Nous avons des docteurs à Quantico, qui travaillent sur la technologie sniper, et des contractants à Aberdeen, avec des budgets de plusieurs millions. Et vous pensez avoir résolu la lecture du vent avec une caméra à 85 $ d'un pawn shop? Monsieur, le concept est solide. Les données viennent d'un champ de tir de 100 yards, dans des conditions parfaites. Le combat n'est pas parfait. Et même si cela fonctionnait, ce dont je doute, vous avez modifié une arme sans autorisation, un cauchemar administratif. Savez-vous combien de formulaires je devrais remplir pour soumettre cela dans la hiérarchie?
La mâchoire de Mitchell se crispe. Monsieur les snipers ratent leur tir, parce qu'on ne peut pas lire le vent. Ce système pourrait sauver des vies. L'expression de Voss s'adoucit un peu. Je sais que vous partez d'une bonne intention, mais le Marine Corps n'adopte pas la technologie sortie d'expériences de garage faites par des caporaux. Écrivez votre idée comme une suggestion, soumettez-la par les canaux officiels. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, quelqu'un à Quantico la lira. 2 ou 3 ans. Mitchell sait ce que cela signifie jamais. Il quitte le bureau. Ortega l'attend dehors. Alors, il a dit non. Et maintenant? Mitchell réfléchit un moment. On continue les tests, on prouve que ça marche. Alors ils ne pourront plus nous ignorer. Octobre 2004. Mitchell et Ortega mènent des essais non autorisés pendant les heures creuses au pas de tir. Ils filment 50 tirs dans différentes conditions de vent, mesurent la dérive des traînées de vapeur, calculent la vitesse du vent, puis comparent avec les relevés de l'anémomètre du pas de tir. Leur précision, 87%. La rumeur se répand dans le peloton. Certains Marines trouvent l'idée géniale. D'autres pensent que c'est du suicide professionnel, bricoler du matériel, faire des tests non autorisés, ignorer la chaîne de commandement. Le 3 novembre 2004, Mitchell est convoqué à une réunion, pas avec son capitaine, mais avec le commandant de l'école des scouts snipers, le colonel Frank Delaney, et 2 contractants civils de la division de recherche balistique de Quantico. Mitchell entre dans la salle de conférence. 6 hommes sont assis à une table. Il en reconnaît un, le docteur Robert Williams, l'expert en balistique d'Aberdeen, qui avait publié l'article affirmant que la lecture du vent en temps réel était impossible. C'est soit sa grande chance, soit sa cour martiale. Le colonel Delaney parle en premier. « Caporal Mitchell, j'ai entendu dire que vous meniez des expériences, modifiiez des armes et agissiez hors des canaux officiels. »« Monsieur, je n'ai pas terminé. » Le visage de Delaney est impassible. « J'ai aussi entendu dire que ces expériences pourraient réellement fonctionner. Le docteur Williams, ici présent, est sceptique, très sceptique. Je l'ai donc fait venir du Maryland pour assister à une démonstration. Si votre idée a du mérite, nous en parlerons. Si c'est du n'importe quoi, vous serez sanctionné pour avoir fait perdre du temps à tout le monde et violer une 12aine de règlements. Clair. Cristal, monsieur. 5 novembre 2004, pas de tir de camp Leun. Mitchell installe son prototype, désormais un peu plus raffiné, avec un meilleur support de caméra. Le vent souffle en rafale, de 15 mph changeant sans cesse de direction. Des conditions parfaites pour tester, autrement dit exécrables pour tirer. Le docteur Williams observe les bras croisés. « Caporal, j'ai passé 20 ans à étudier la balistique. Mesurer le vent en temps réel sur une distance pareille exige des réseaux de capteurs, de la télémétrie, de la dynamique des fluides computationnels. Vous voulez me faire croire qu'un caméscope peut faire ça? Pas exactement, monsieur. Je mesure l'effet du vent sur la balle. La traînée de vapeur montre la dérive. Je calcule à rebours. C'est une mesure indirecte. Avec erreur, oui, monsieur, mais c'est mieux que de deviner. » Mitchell tire-filme le coup, revoit la séquence sur son ordinateur. Portable mesure la dérive de la traînée de vapeur, calcule la vitesse du vent, 14,7 mph quart droit. Il se rend à la station météo du pas de tir, lit l'anémomètre 15,2 mph droite vers gauche. Le docteur Williams fixe les chiffres. « Encore une fois, dit-il, Mitchell tire 10 autres coups. Ses calculs donnent une moyenne de 14,9 mm/h. L'anémomètre indique 15,2 mph. Marge d'erreur, 2%. La salle explose.
Un des contractants de Quantico s'exclame « Cela viole tous les protocoles ». Le docteur Williams l'interrompt. Et pourtant ça fonctionne. Le colonel Delaney se lève, regarde Mitchell. « Caporal, vous avez enfreint une quinzaine de règles pour en arriver là, mais... Ceci a du potentiel. J'autorise des tests officiels. Nous allons porter ça à Quantico. » Mitchell pousse un long soupir de soulagement. « Merci, monsieur. » Janvier 2005. Base du Marine Corps de Quantico, Virginie. Le Marine Corps Warfighting Lab prend le prototype de Mitchell et fait ce que l'armée sait faire de mieux sur ingénierie. Il remplace son caméscope par une caméra balistique haute vitesse capable de capturer 1000 images par seconde. Ils développent un logiciel propriétaire pour suivre automatiquement les traînées de vapeur et calculer la dérive. Ils intègrent le tout à un télémètre laser et à un ordinateur balistique. En mars 2005, ils ont un prototype pleinement fonctionnel, le système de compensation de vent par traînée de vapeur VTIN. Il est monté sur un fusil M4A3 pour un poids total de 14 livres, incluant module, caméra et unité de traitement. Il fonctionne sur batterie lithium de 6 heures d'autonomie. Les tests officiels commencent le 12 avril 2005 au pas de tir du bataillon d'entraînement aux armes de Quantico. 12 snipers, scouts des Marines du caporal, au sergent-chef, tirent 600 balles en 3 jours, dans toutes sortes de vents calmes, constants, rafaleux, tourbillonnants. La moitié des tirs utilisant les techniques traditionnelles de lecture du vent. L'autre moitié emploie le système VTI-1 de Mitchell. Les résultats stupéfient tout le monde. Méthode traditionnelle, 34% de coups au but, au premier tir entre 600 et 800 yards. Système VT100, 71%. Le système fonctionne encore mieux à longue distance, à 1000 yards, où la lecture du vent devient exponentiellement plus difficile. 18% de coups au but au premier tir avec les méthodes classiques, contre 62% avec le VT100. Le docteur Williams, désormais convaincu, écrit dans son rapport « Le concept du caporal Mitchell transforme fondamentalement l'estimation du vent. On passe de la prédiction à la mesure, en observant le comportement de la balle en temps réel. Le système tient compte de variables thermiques tourbillon-vent croisé, impossibles à prévoir depuis la position du tireur. C'est un changement de paradigme dans le tir de précision. » Le Marine Corps accélère la mise en service du VT1. En août 2005, 20 systèmes sont envoyés en Irak pour évaluation en combat. 14 septembre 2005, Fallujah, Irak. Le sergent Carlos Ruiz est accroupi sur un toit, surplombant la route Michigan, principale artère de la ville. Il fait partie des premiers snipers équipés du VT100. Une équipe de mitrailleurs insurgés s'installe à 750 yards, prête à tendre une embuscade à un convoi. Le vent est violent, des rafales tourbillonnantes venant de l'Euphrate, probablement 20 milles épaissement mètres en Bauge. Mais la direction change sans cesse. Avec les méthodes classiques, Ruiz tirerait, manquerait, ajusterait puis tirerait à nouveau. D'ici là, les insurgés auraient riposté ou disparu. À la place, Ruiz allume le VT1. Il tire un coup d'essai sur un mur de béton près de la cible, un point sûr. La caméra du système capture la traînée de vapeur, mesure la dérive, calcule le vent, maintenant mêle les paysages quart gauche à 45 degrés. L'ordinateur balistique ajuste automatiquement son point de visée. Ruiz déplace son réticule, respire, presse, la détente. Le mitrailleur insurgé s'effondre. Un seul tir. Kill confirmé. Le spotter de Ruiz le lance. Caporal, Mike Hernandez, reste bouche bée derrière sa lunette. Putain, t'as fait ça comme si c'était facile. Ruiz répond calmement. C'est le but. Au cours des 3 mois suivants, les snipers Marines, équipés du système VT1,
enregistre 247 tirs confirmés à Fallujah, Ramani et Mossoul. Leur ratio moyen de tirs par kill tombe à 1,4 coups. La moyenne pré-VT1 était de 4,2 coups. La différence n'est pas seulement une question d'économie de munitions, c'est une question de survie. Moins de tirs signifie moins de temps d'exposition, moins d'éclats de bouche à feu, moins de chances pour des snipers ennemis de repérer leur position. En décembre 2005, les snipers marines utilisant les systèmes VT1 n'ont subi aucune fatalité au combat. Sur la même période, l'année précédente, sans le système 14 snipers étaient morts. Réaction ennemie. Des communications insurgées capturées par le renseignement des Marines en janvier 2006 révèlent une peur croissante. Un combattant d'Al-Qaïda en Irak, enregistré dans une planque à Ramani, dit que les snipers américains ont changé. Avant, si tu bougeais vite, tu pouvais t'échapper après leur premier tir. Maintenant, le premier tir tue à chaque fois. Ils ont une nouvelle magie. Nous ne pouvons plus combattre leurs snipers. Une lettre trouvée sur un commandant insurgé tué datée de février 2006 ordonne: n'engagez pas les positions de snipers américains. Ils ne ratent pas. Déplacez-vous seulement la nuit ou lors de tempêtes de poussière quand leur vision est brouillée. Le système VT1 a fait ce que les seules balles ne pouvaient pas faire. Il a créé un effet dissuasif psychologique. Les insurgés cessent de bouger en plein jour. Ils abandonnent des positions lorsqu'ils soupçonnent la présence d'un sniper marine. Des quartiers entiers deviennent plus sûrs parce que l'ennemi craint l'engagement. Mars 2006, camp Leun. Le caporal Mitchell, désormais sergent Mitchell, après une promotion méritée, rend visite à l'école des scouts snipers en tant qu'instructeur invité. Il démontre le système VT1 à une promotion de nouveaux élèves. Après la démonstration, un jeune caporal l'interpelle. « Sergent, c'est vrai que vous avez construit le premier prototype dans votre garage. » Mitchell sourit. Avec un caméscope de pawn-shop et du scotch. « Oui. Ils ont failli me passer en cours martial pour ça. Presque. Mais ils ne l'ont pas fait. » L'élève hésite. « Donc si j'ai une idée qui paraît folle, je dois la tester, la prouver, puis les forcer à écouter. »« Oui, » répond Mitchell. « Le Marine Corps se moque de ton grade si ton idée sauve des vies. Ils veulent des résultats. » Juin 2006. Les chiffres après. 1 an de déploiement, en combat les snipers, équipés du VT1, totalisent 1847 kills, confirmés avec un taux de touche au premier coup de 71%. Moyenne de tir par kill, 1,4 coups contre 4,2 auparavant. Mort de sniper, 2 contre 14 l'année précédente. Les KIA ennemis par équipe de snipers sont 3,2 fois supérieurs à avant. Munitions économisées, plus de 5000 cartouches, évaluées à $12 000. Mais le chiffre le plus important est estimé en vies amies sauvées, 38 Marines et soldats qui seraient morts dans des embuscades que les snipers équipés du VT1 ont empêchées. Le Gunnery Sergeant Mike Callahan, vétéran sniper de 19 ans, écrit dans une lettre à Mitchell: « Je tire depuis 2 décennies. J'ai formé des centaines de Marines. Votre système m'a rendu meilleur en un jour que 20 ans d'expérience. Grâce à vous, 38 gamins sont rentrés chez eux auprès de leur famille. Voilà votre héritage. » Après la guerre, le système VT1 évolue rapidement. En 2008, Lockheed Martin s'associe au Marine Corps pour développer le VT2B, un système entièrement intégré, combinant analyse des traînées de vapeur, télémétrie laser et calcul balistique dans une seule unité de 8 PB. Il devient équipement standard des Scout Sniper Marines. En 2011, l'US Army adopte une version modifiée appelée Wind Trace System WT pour son programme de fusils de précision. En 2015, la technologie se répand chez les armées alliées d'SAS britanniques, JTF-2 canadiens, SASR australiens
Seret Matal, israélien. Le concept fondamental, mesurer en temps réel l'effet du vent, plutôt que de le prédire, devient la base des calculateurs balistiques modernes. Les systèmes d'aujourd'hui utilisent des optiques avancées, la reconnaissance d'images, assistée par IA, et des données météorologiques connectées au cloud, mais tous remontent à un caporal, avec un caméscope en 2004. En 2020, plus de 14 000 systèmes de la série VT ont été déployés dans le monde. Les fabricants estiment que la technologie a été utilisée dans plus de 50 000 engagements de combat en Irak, Afghanistan, Syrie et dans des opérations classifiées à travers le globe. Le modeste héros James Mitchell quitte le Marine Corps en 2009 avec le grade de Staff Sergeant. On lui propose des postes lucratifs chez des contractants de défense. Lockheed Martin lui offre 180 000 $ par an pour conseiller sur le développement du VT2. Il refuse. À la place, il rentre au Tennessee et reprend l'entreprise de CVC de son père. Quand un journaliste du Marine Corps Times le retrouve en 2013 pour un entretien sur le succès des systèmes VT, Mitchell se sent mal à l'aise face à l'attention. « Je n'ai rien inventé de nouveau, dit-il. J'ai juste regardé des balles et fait quelques calculs. Des milliers de Marines utilisent ce système maintenant. Et ce sont eux les héros. Moi, j'ai juste donné un outil. » Le journaliste lui demande s'il regrettait d'avoir quitté le Marine Corps, de s'être privé de la reconnaissance et des honneurs. Mitchell secoue la tête. « J'ai fait ce pourquoi je me suis engagé aider les Marines à rester en vie et accomplir la mission. C'est fait. Maintenant je répare des climatiseurs. C'est une bonne vie. » Il garde toujours son carnet original, celui d'août 2004, rempli de croquis et de calculs dans un tiroir chez lui. Il ne le montre à personne, la leçon. En 2018, le Marine Corps Warfighting Lab publie une étude de cas intitulée « Innovation from the Bottom Up », l'histoire du VT1. Elle fait désormais partie des lectures obligatoires à l'Officer Candidate School et à la Staff NCO Academy. La conclusion se lit « Le caporal Mitchell a réussi là où des doctorats ont échoué, non pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il a refusé d'accepter impossible comme réponse. Le grade, les diplômes et l'éducation formelle comptent bien moins que l'obsession, la créativité et la volonté de se tromper 100 fois pour avoir raison une fois. Le Marine Corps doit cultiver des environnements où les caporaux se sentent habilités à remettre en cause la doctrine, car parfois les meilleures idées viennent du garage, pas du laboratoire. La lettre du Gunnery Sergeant Mike Callahan, adressée à Mitchell en 2006, est accrochée à l'école des Scout Snipers à Quantico. « Because of you we came »